députée, Madame Fanelli Caricante, Messieurs les intervenants, Monsieur Cyril Zougondo, le professeur Akandi Kombe, Monsieur Baouri, le vice-président de l'UFPG, Monsieur, Madame, les représentants des différents partis politiques, la société civile, Monsieur, Madame, les présidents des différentes associations et structures ici présents, distingués invités. Merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation du siècle de réflexion Agir pour la Guinée, pour qu'ensemble nous agissions pour notre pays, notre nation, notre peuple, le peuple. Le cercle de réflexion Agir pour la Guinée, qui sommes-nous? Nous sommes un groupe d'hommes et de femmes issus de divers horizons, de professions, avec une seule ambition, une seule préoccupation, participer à l'émancipation, à la démocratie, aux valeurs pour notre pays, notre Guinée, la Guinée que nous ambitionnons tous. Ce débat, chers invités, que nous réunissons ce soir dans ce haut lieu de démocratie, siège de l'Assemblée nationale française, nous permettra, j'en suis convaincu, de faire un état des lieux de notre jeune démocratie, dont les conclusions et recommandations feront l'objet d'un livre qui servira de cadre et de repère pour nos États. Le cercle, dans sa vision, face aux différentes crises que connaissent nos États, a pour préoccupation de développer la culture de la paix durable, de promouvoir la démocratie, ce qui passe nécessairement par l'éducation, la formation, qui permet de s'épanouir, mais aussi et surtout de trouver un emploi, de devenir un citoyen libre et pleinement engagé. Notre réponse, c'est la connaissance de l'histoire qui donne accès à la compréhension mutuelle, car lorsqu'on connaît sa propre histoire, on se découvre lié aux autres et l'on grandit dans des valeurs de respect, de justice et de tolérance. C'est pourquoi le cercle de réflexion Agir pour la Guinée, dans son slogan et dans sa devise, apaiser, rassembler et reformer, multiplie ces rencontres et colloques du genre afin d'informer, de sensibiliser et proposer des pistes et solutions. C'est important pour notre pays, c'est important pour l'Afrique, mais aussi et surtout pour le monde, car l'Afrique est notre origine à tous. Et vous connaissez le proverbe, on a beau faire le tour du monde, on revient toujours à ses origines. Revenir à ses origines, faire un état des lieux de la démocratie depuis son avènement dans nos États, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de faire ce colloque. Pour cerner le sujet, nous avons fait appel à deux éminentes personnalités qui vont nous livrer leur vision, leur analyse. Car comme vous le savez, Martin Luther King disait que l'obscurité ne peut chasser l'obscurité, seule la lumière peut le faire. Nos lumières de la soirée seront sans doute M. Cyril Zongo Odong, spécialiste programme à la direction de la paix, de la démocratie et des droits de l'homme à l'OIF, M. Jean-François Akandi Kombe, il est professeur de droit à la Sorbonne, doyen honoraire de la faculté de droit de Caen, mais également vous, distingués invités de la salle, par vos analyses et vos questions, vos suggestions. Nous aurons alors 2 heures pour répondre à ces préoccupations. Avant de commencer, je vais donner la parole au représentant de la députée, Mme Fanelli Caricante, pour nous faire un discours d'ouverture. Mesdames et messieurs, retenu par des impératifs dans ma circonscription, je ne peux malheureusement être parmi vous ce soir. Je souhaitais néanmoins vous dire que j'étais très heureuse de pouvoir accueillir ici, dans les murs de cette assemblée, de l'Assemblée nationale, à l'occasion de ce colloque. L'Assemblée nationale n'appartient pas aux députés, mais bien aux citoyens, et il est heureux que des initiatives comme la vôtre puissent se tenir dans ces murs. Je salue les organisateurs de votre initiative, les différents intervenants et associe à mon message le député des Français de l'étranger, Pouria Amir Chahi, également représenté ce soir par ma collègue qui est juste derrière moi. Je souhaitais également vous dire que je suis particulièrement attaché à ce que la Guinée, au lendemain de son élection présidentielle, puisse pleinement relever les nombreux défis qui sont les siens. Le défi économique, le défi sanitaire, mais également le défi social, éducatif et environnemental. Tout cela dans un climat de démocratie apaisé, avec une société civile active et écoutée. Il me semble essentiel que le travail entre nos deux pays puisse grandement y contribuer.
Je ne doute pas que les travaux de votre colloque permettront d'alimenter la réflexion sur l'ensemble des sujets et de contribuer à la réussite de l'avenir de la Guinée, de ses habitants et de ses habitantes. Je vous souhaite succès et réussite pour cette initiative. Bien sincèrement, Fanny Carré-Comte, députée de Paris. Merci beaucoup. Merci, monsieur le représentant. À présent, j'invite monsieur Almami Sékou Souma, le président du cercle de réflexion Agir pour la Guinée, de nous livrer le message. Merci, monsieur Camara. Madame la présidente du groupe d'amitié France-Guinée, monsieur le représentant de l'Organisation internationale de la francophonie, monsieur Barouri, premier vice-président du principal parti de l'opposition guinéenne, monsieur le président de la coordination des associations guinéennes de France, mesdames et messieurs, distingués invités, c'est avec un grand plaisir que je m'adresse à cette honorable assemblée réunie aujourd'hui à Paris, au Palais Bourbon, dans le cadre de notre colloque sur les défis démocratiques en Guinée. Qu'il me soit permis à cette occasion solennelle de remercier Madame Fanny Carré-Comte, présidente du groupe d'amitié France-Guinée, pour avoir fourni autant d'énergie, d'efforts et de volonté pour la mise à disposition de cette splendide salle qui abrite notre événement. Mes remerciements vont également à l'endroit de l'Organisation internationale de la francophonie, des représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que toute personne physique et morale qui ont contribué à la réalisation de cette journée qui sera, nous le souhaitons vivement, gravée à jamais dans l'histoire contemporaine de la Guinée comme un acte fondateur d'une Guinée nouvelle. Une Guinée pour laquelle, encore une fois, les fils et filles se sont mobilisés pour prendre en main leur destin face aux enjeux qui les interpellent en ce quart du XXIe siècle. Mesdames et messieurs, distingués invités, depuis un peu plus d'un demi-siècle, la plupart des États du continent africain ont accédé à la souveraineté nationale. Nous avons vu notre continent changer. Nous avons exploré ses beautés. Nous avons partagé ses bonheurs et caressé le rêve d'une vie meilleure. En même temps, nous avons subi le désespoir, l'aggravation simultanée des inégalités et des destructions de la nature. Notre pays, la Guinée, prend paradoxalement une grande part dans ce parcours africain, malgré sa dotation d'une immense richesse naturelle. Mesdames et messieurs, en ce 21e siècle de la mondialisation, nombreux d'entre nous ont eu la chance et le privilège de parcourir l'Afrique et le monde. Nous devons à présent capitaliser ces expériences au service du développement et du bien-être en Guinée, car notre pays est devenu au fil des années la proie d'une épidémie de crise qui accable le plus grand nombre de personnes. Les équilibres sociaux se détériorent, ceux du climat et du vivant s'effondrent. Les hommes et les femmes de notre temps sont désemparés. Ils craignent pour leur emploi, leur sécurité, leur environnement, leur santé et l'avenir de leurs enfants. La marche triomphante du progrès prend les allures d'un immense malentendu. Les conditions de vie se dégradent. Les difficultés s'accumulent. La précarité devient un sentiment prégnant. Ces réalités engendrent pour beaucoup de nos compatriotes la peur persistante du chômage sans fin, du déclassement, de l'exclusion. C'est l'angoisse du quotidien de plus en plus insupportable, le mal-être récurrent, la perte des repères, la dissolution du lien collectif et des solidarités. Ainsi, il convient de rappeler aux autorités de notre pays et à sa classe politique que toutes ces crises résultent de la faiblesse des institutions de notre République. Ils constituent en effet les défis majeurs de notre marche démocratique depuis l'avènement du multipartisme intégral en Guinée. Mes chers compatriotes, après 57 ans d'indépendance, il faut faire l'état des lieux de la politique africaine de Guinée, notamment sur les avancées
et les obstacles qui freinent la marche démocratique du pays. C'est autour de cette problématique que le présent colloque va se pencher. Cette thématique nous permettra également d'analyser les défis et les perspectives de la vie politique guinéenne et à jeter un regard critique sur la marche démocratique pendant les 50 dernières années en vue du rééquilibrage des pouvoirs et l'amélioration de la gouvernance démocratique dans le pays. C'est pourquoi, à cette occasion solennelle, nous suggérons aux partenaires privilégiés de la Guinée qui ont bien voulu accepter de nous accompagner dans la réalisation du présent colloque, notamment le groupe d'amitié France-Guinée à travers Mme Fanélie Carré-Conte et l'Organisation internationale de la francophonie à travers M. Cyril Zogo Ondo, la mise en place d'un comité consultatif à l'issue de cette rencontre de Paris pour évaluer annuellement le parcours démocratique de la Guinée et apporter périodiquement des solutions appropriées. Les événements survenus ces dernières décennies en Guinée, les paroles dites par les principaux leaders de la classe politique guinéenne, les actes du quotidien de ceux qui ont à charge la gestion administrative et politique du pays démontrent à suffisance que l'environnement au sens large du terme ne favorise pas pour le moment les espoirs de la grande majorité de la population. Certains comportements, malgré les discours politiques optimistes, continuent de donner à réfléchir et de faire douter peut-être de notre volonté de nous en sortir réellement. La Guinée, malgré les espoirs qui peuvent aujourd'hui animer bon nombre de ses habitants, sombre dans de douloureux problèmes dont les conséquences risquent d'hypothéquer inéluctablement l'avenir des générations futures. Pourtant, la classe politique guinéenne doit chercher les moyens de faire exister le pays dans le concert des nations, à travers une démarche originale, reflet de sa maturité politique et de sa propre spécificité. Dans ce cadre, l'essentiel sera de redonner espoir aux milliers de citoyens qui continuent d'espérer, aux milliers d'enfants qui veulent mieux vivre pour rebâtir leur environnement délabré depuis un peu plus d'un demi-siècle. Nous pensons pour cela qu'il faudra transcender les contradictions subjectives et se convaincre que le changement dépend de chacun et qu'il est en effet possible de renverser le cours des événements et de transformer l'existant. Comme dans la sous-région ouest africaine et ailleurs dans le monde, la République de Guinée a voulu construire dans les années 90 un nouveau mode de gestion politique. La démocratie a donc ainsi semblé naître en Guinée. Mais comment la gère-t-on? Comment la comprend-on au sein de la population? A-t-elle aujourd'hui, malgré les difficultés qui lui sont inhérentes, tracé la voie à un avenir meilleur pour la Guinée et les Guinéens? Voilà les questions auxquelles nous tenterons d'apporter quelques réponses au cours de ce colloque. Chers amis jeunes, vous savez autant que moi, et j'ai l'intime conviction que la Guinée, aujourd'hui, affaiblie et déboussolée, a tous les atouts pour rebondir. Sa plus grande richesse, c'est son capital humain au sein duquel 70% à moins de 35 ans. Il revient donc à cette frange importante de la population de s'affirmer pour reprendre son destin en main et refonder l'espoir chez les Guinéens. La volonté, les compétences, la citoyenneté, l'intégrité, la générosité, l'envie d'agir et le désir de changer sont partout. Je le sais et j'y puise mon énergie. Le changement est déjà en marche dans la société civile. Il faut l'encourager, le légitimer, l'accompagner par la cohérence de l'action commune en fixant ensemble de nouvelles priorités. Ouvrons maintenant la porte de l'avenir en engageant la transformation économique et sociale de notre société. Pour cela, le devoir patriotique nous impose un besoin d'organisation pour faire face à notre destin commun. Soyons clairs, je le dis sans dogmatisme ni agressivité. Le projet d'un nouveau modèle de développement est, de mon point de vue, incompatible avec les politiques et stratégies développées par les différents régimes successifs que notre pays a connus ces dernières années et auxquels, d'ailleurs, les principaux leaders de la classe politique actuelle ont participé. C'est dans ce contexte précis que le renouvellement de la classe politique guinéenne s'inscrit dans le sens de l'intérêt général. Elle se situe donc à l'opposé des choix qui privilégient inégalité et exacerbation des peurs
et qui sacrifie les priorités économiques et sociales. Ne nous trompons pas, chers amis jeunes, car nous avons vécu aux côtés de nos leaders de la classe politique guinéenne la confiscation de la démocratie dans leur comportement à la tête des partis politiques de notre pays. Nous avons été, selon les circonstances, victimes ou témoins de violations flagrantes des dispositions réglementaires et statutaires par les leaders sous le regard impuissant d'un certain nombre de cadres qui relèvent d'un certain âge. Nous avons été empêchés de nous exprimer dans nos partis en raison de notre jeune âge, alors qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Nous avons été chosifiés pour des fins politiques à très court terme par nos leaders politiques. Nous avons été incités à la révolte populaire dans les rues de Conakry au prix de nos vies. Nous avons été témoins ces dernières années du comportement irrationnel de nos leaders à des hautes fonctions au sommet de l'État. Nous avons été et continuons à être victimes des attitudes antidémocratiques de nos leaders qui continuent encore à se maintenir à la tête des différentes formations politiques qu'ils occupent depuis déjà des décennies en violation flagrante des documents juridiques de nos formations politiques respectives. Il est temps, et grand temps, de dire non, et un non non négociable à la violence, à la dictature, à l'ethnocentrisme, à l'exclusion et aux partis politiques patrimoniaux dans notre pays. Dans ce moment de gravité et de complexité que traverse encore notre pays, le cercle de réflexion Agir pour la Guinée n'a pas d'autre ambition que de continuer à ouvrir la voie d'une société nouvelle, économique et sociale. Nous le ferons avec modestie, mais détermination, sans arrogance, mais avec toute notre volonté et toute notre énergie en faveur d'une Guinée des 4 régions fortes et solidaires. L'heure est maintenant au changement de cap pour refonder l'espoir. Le moment est venu de réduire les abîmes qui nous séparent et mettre en avant la Guinée, contrairement aux agissements de la plupart de nos aînés. Le temps de la construction et de la transition générationnelle est arrivé. Notre désaveu envers les attitudes de nos dirigeants politiques doit être sans appel. Mesdames et messieurs, distingués invités, apaisés, se rassembler, reformer. Voilà en 3 mots ce qui anime notre démarche. Apaisés d'abord en commençant par éviter les controverses ou les clivages inutiles qui ne répondent à aucune préoccupation prioritaire des Guinéens. Se rassembler ensuite au-delà des appartenances partisanes. Il faut certes des partis politiques pour faire vivre la démocratie. Notre Constitution le prévoit ainsi, mais nous constatons tous que les divisions traditionnelles ne correspondent plus aux aspirations nouvelles. Enfin, reformer, j'en suis convaincu que la Guinée a urgemment besoin de réformes profondes. Réforme du système éducatif en tout premier lieu, sans doute, réforme du système de défense et de sécurité, réforme du système législatif et judiciaire, réforme du système de gouvernance, etc. La liste n'est pas exhaustive, mais il s'agit d'attirer l'attention de la jeunesse sur la nécessité d'engager des réformes bien préparées, c'est-à-dire co-construire le pays avec les Guinéens en privilégiant la compétence et le mérite. Avec notre volonté commune, le courage et la détermination, je ne doute pas un seul instant que nous pouvons faire de la Guinée le miroir de l'Afrique. J'en appelle donc aux citoyens et aux citoyennes pour qu'ils se rassemblent et se mobilisent afin de transformer la volonté du cercle de réflexion Agir pour la Guinée en énergie collective. De l'expérience d'un désastre humain et économique inouï qui a duré beaucoup trop longtemps, doit naître une société nouvelle dont toute la Guinée sera fière. Mes chers compatriotes, nos actions quotidiennes en tant que simples Guinéens doivent susciter une réalité guinéenne concrète qui renforcera la foi du Guinéen en la paix sociale, confirmera sa confiance en la noblesse de l'âme humaine et maintiendra tous nos espoirs envers une vie glorieuse pour tous. Tout ceci, nous le devons tant à nous-mêmes qu'aux étrangers qui souhaitent investir dans notre pays pour en faire une destination privilégiée de la sous-région. Je n'hésite pas à dire à mes compatriotes que chacun d'entre nous est aussi intimement attaché à la terre de ce beau pays, car
chaque fois que l'un d'entre nous touche le sol de ce pays, nous ressentons un sentiment de renouveau personnel. L'humeur nationale change au profit de la patrie. Nous sommes mus par un sentiment de joie et d'euphorie lorsque l'herbe verdit et que les fleurs s'épanouissent. Cette unité spirituelle et physique que nous partageons tous avec cette patrie commune explique l'intensité de la douleur que nous porterons tous dans nos cœurs lorsque nous verrons notre pays se déchirer dans un conflit politique terrible et lorsque nous verrons notre Guinée rejetée, proscrite et isolée par notre sous-région précisément parce qu'elle serait devenue la base universelle de l'idéologie et de la pratique pernicieuse du régionalisme et de l'ethnocentrisme. C'est pourquoi, du haut de cette tribune, je lance un appel au pouvoir public guinéen à privilégier l'unité de la classe politique guinéenne en faisant de l'opposition républicaine un partenaire dans la gestion des affaires du pays pour favoriser l'émergence d'une nouvelle classe politique en Guinée à l'horizon 2020. Aussi, j'invite l'opposition guinéenne à beaucoup plus de circonspection au regard de ces 3 échecs électoraux en mettant en avant l'intérêt supérieur de la nation pour une meilleure cohabitation avec le pouvoir en vue de favoriser patriotiquement la transition générationnelle dans la gestion des affaires de notre pays. Chers gênés de la classe politique guinéenne, vous qui avez encore la lourde tâche d'entretenir notre jeune démocratie, je voudrais vous rappeler que l'urgence et le devoir patriotique vous obligent à changer de cap. Car changer de cap, c'est d'abord s'appuyer sur le meilleur de l'humanité que sont la solidarité, le partage, la justice, la démocratie, la tolérance, la modération, la sobriété, la diversité et le juste échange. Changer de cap, c'est s'émanciper d'un monde happé par la frénésie, du toujours plus et par la compétition agressive, s'affranchir au profit du marché sans limite, réhabiliter l'esprit public. Changer de cap, c'est engager dès maintenant une transition vers la société nouvelle, économique et sociale à travers un train de mesures clés et concrètes que la jeunesse guinéenne peut développer pour favoriser l'émergence d'une nouvelle classe politique dans notre pays. Changer de cap, c'est enfin concourir à l'apaisement de la société en rassemblant les énergies plutôt qu'en encourageant les affrontements. Les postures de division chronique sont désormais un luxe indécent face à l'urgence et à la complexité des enjeux. La société guinéenne est fatiguée des idéologies creuses. J'invite chacun à prendre sa part dans la mutation en veillant évidemment à une répartition juste et équitable des efforts. Aux peurs et aux pulsions identitaires qui désagrègent les liens du vivre ensemble, il faut opposer un projet de société constructif et partagé. Le meilleur atout pour réussir le changement, c'est la diversité. Dans ce défi majeur, je sais que la jeunesse ne détient qu'une partie des solutions, mais je sais aussi qu'elle a les moyens de se montrer novatrice et audacieuse, notamment dans une Guinée qui comprend seulement 4 régions naturelles et qui est devenue aujourd'hui notre biotope commun. La Guinée, notre pays, peut devenir le centre d'émergence d'un nouveau modèle de développement et retrouver ainsi un éclat de référence et de fierté en Afrique et au-delà du continent. Jeunes de Guinée, nous avons triomphé dans notre effort pour insuffler l'espoir dans le cœur de millions de nos concitoyens. Il est temps de prendre l'engagement de bâtir une société dans laquelle tous les Guinéens pourront marcher la tête haute, sans aucune crainte au fond de leur cœur, assurés de leurs droits inaliénables et à la dignité humaine. Pour cela, nous devons pouvoir engager les autorités de notre pays dans une nouvelle dynamique qui garantit notre avenir immédiat. Comme gage de cet engagement dans le renouveau de notre pays, le Cercle de réflexion Agir pour la Guinée suggère, comme cas d'urgence aux autorités guinéennes, la question de l'amnistie pour plusieurs catégories de nos concitoyens en exil et qui purgent encore injustement des peines d'emprisonnement dans notre pays. J'ose croire, sans risque de me tromper, que la liberté et la sérénité doivent être leur ultime récompense. Que la justice soit présente pour tous, que la paix soit là pour tous, que le travail, le pain, l'eau, l'électricité soient à la disposition de tous. C'est à ce prix
et seulement à ce prix que nous réussirons le pari de la réconciliation nationale pour la refondation d'une Guinée des 4 régions fortes et solidaires. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je vais donner la parole à M. Cyril Zongo-Ondo, spécialiste du programme de la paix à la direction de la francophonie. Mesdames et messieurs, chers amis, je suis très honoré d'être là ce soir. Parce que depuis 3 ans à peu près, l'Organisation internationale de la francophonie m'a confié, avec d'autres collègues, le suivi du processus électoral en Guinée. Cette attribution m'a donc permis de faire un certain nombre de missions, notamment dans le cadre des préparatifs des élections de 2013 et de la dernière élection qui s'est tenue le 11 octobre dernier. Le directeur de cabinet de la secrétaire générale et le directeur de la paix, de la démocratie et des droits de l'homme de l'OIF auraient voulu être là ou avaient prévu d'être là vendredi dernier, mais compte tenu du glissement d'agenda et de leurs occupations actuelles, ils n'ont malheureusement pas pu se joindre à nous. En leur absence, donc, je vais essayer de dire 2 ou 3 petites choses sur le suivi des élections par la francophonie et peut-être dire quelques mots sur le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, à savoir les défis démocratiques en Guinée. Je voudrais d'abord vous situer par rapport au contexte parce que plusieurs personnes d'entre vous ont certainement entendu que la francophonie organisait des missions en Guinée sans savoir de quoi il s'agit exactement. Je dois d'abord dire que c'est à la fin des années 80, au début des années 90, que la francophonie s'est engagée à accompagner les processus électoraux de ses États membres. Au début des années 90, comme vous le savez, plusieurs mutations sont intervenues aussi bien en Afrique, avec le retour du multipartisme, et aussi dans certains pays d'Europe, d'Europe de l'Est. Et c'est pour aider ces pays membres à progresser sur le chemin de la démocratie que la francophonie a cru utile de mettre en place un espace de coopération pour permettre à certains pays membres de l'organisation qui avaient une bonne expérience dans l'organisation des élections à échanger justement leurs expériences avec d'autres pays du Sud. La première mission dans ce cadre va se tenir en Roumanie en novembre 1992 et depuis lors, la francophonie a organisé près de 200 missions à vocation électorale. Mais depuis 2008, ne pouvant répondre à toutes les sollicitations dont elle fait l'objet, la francophonie a pensé qu'il fallait recentrer ses interventions. Cette réflexion nous a amenés à décider qu'il fallait mettre désormais l'accent sur des élections de sortie de crise dont l'enjeu principal était justement de permettre le retour à la légalité constitutionnelle. Et la Guinée, en 2008-2009, s'inscrivait dans ce schéma-là. C'est la raison pour laquelle, pour la préparation de la présidentielle de 2010, la francophonie a mobilisé ses moyens pour aider à l'organisation de ces élections pour qu'elles soient inclusives, pour qu'elles soient crédibles, pour que les résultats issus de ces élections puissent être acceptés par le plus grand nombre. Toujours dans cette dynamique, l'OIF a accompagné la préparation et l'organisation des élections de 2013, les législatives, et
bien entendu la présidentielle qui vient de se dérouler. Alors, toutes ces missions ont souvent été précédées par un certain nombre d'interventions à caractère politique, parce que vous le savez aussi, la seule intervention de l'OIF n'est pas uniquement technique. La secrétaire générale essaye aussi autant que possible d'aider à l'apaisement du contexte sociopolitique. Parce que vous le savez, je ne vous apprends rien, la plupart des élections qui ont eu lieu en Guinée depuis la fin de la transition sont généralement précédées de tensions. Tensions dues parfois à la crise de confiance entre les acteurs politiques. Il est arrivé à plusieurs reprises que la secrétaire générale prenne des initiatives pour aider à apaiser les conditions de préparation des élections. La francophonie l'a fait en 2010. Elle l'a également fait en 2013 en soutenant la tenue du dialogue qui a précédé les législatives de 2013 et le dialogue qui s'est déroulé entre juin et qui a débouché sur l'accord du 20 août 2015 dernier. Alors, je disais que toutes ces interventions ont permis à l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, de prendre la mesure des efforts consentis par les acteurs guinéens dans la mise en œuvre du processus démocratique. Et les leçons que nous avons tirées de toutes ces expériences nous ont amenés à faire un certain nombre de propositions à la fois pour nous-mêmes, pour apporter un meilleur appui pour les élections à venir, recommandations aussi à l'endroit des acteurs politiques guinéens, parce que nous savons que le plus important doit être fait par les nationaux eux-mêmes. Et cela m'amène donc à m'interroger avec vous sur le thème que vous nous avez communiqué, à savoir les enjeux démocratiques en Guinée. C'est un sujet très intéressant, très important, très large aussi, parce que quand on parle des enjeux, en ce qui concerne les processus démocratiques de nos États, on retrouve pratiquement les mêmes choses d'un pays à l'autre. C'est vrai que chaque pays a ses particularités. La Guinée, comme d'autres pays que nous suivons également, présente à peu près les mêmes préoccupations en ce qui concerne la conduite des processus démocratiques qui ont été initiés au début des années 90. Quels peuvent être les enjeux, quels peuvent être les défis que la Guinée a à relever après cette dernière élection du 11 octobre 2015 et face à d'autres échéances qui arrivent, parce que vous le savez, le dialogue qui a eu lieu en juin dernier a conduit à mettre les acteurs politiques d'accord sur le fait qu'il fallait organiser les locales au cours du premier semestre 2015. Je crois que 2016, pardon, autant pour moi. Nous pensons que dès le début de l'année, les acteurs ou les organisateurs en charge de ces questions vont se mettre autour d'une table pour essayer de voir comment organiser ces élections locales qui sont attendues depuis un certain nombre de temps. Le premier défi est, de mon point de vue, sociopolitique. Il est important que l'on arrive à mobiliser toutes les énergies. Dans tous nos pays, ce n'est pas seulement le cas de la Guinée, nous avons souvent constaté qu'il y a une dispersion des forces, au point que l'on se demande si les acteurs nationaux travaillent pour le bien commun. Les partis politiques, M. Souma l'a dit tout à l'heure, les acteurs de la société civile, chacun travaille, ou toutes ces forces travaillent parfois en casier, parfois les uns contre les autres,
sans que l'on arrive à dégager une vraie ligne conductrice qui fasse que l'on arrive à des résultats meilleurs. Nous pensons effectivement qu'il serait bien que tout le monde se mette ensemble, et c'est d'ailleurs le discours que notre secrétaire général a tenu lors de sa visite officielle, la toute première visite qu'elle a effectuée après son élection à la tête de l'organisation, demandant à tous les acteurs de se mobiliser, de joindre tous leurs efforts, de faire en sorte que l'intérêt supérieur de la Guinée soit la seule cible de leurs actions. C'est vrai que ce discours tenait compte du fait qu'on sortait d'une situation sanitaire difficile, la fièvre Ebola ayant fait des dégâts. Il était effectivement important que l'on essaye de rassembler, de mobiliser tous autour de cet intérêt. Je pense qu'au-delà de la maladie, au-delà que l'on a réussi, on peut dire, à vaincre, il est important que cette dynamique de mobilisation soit maintenue, parce qu'aucun pays n'a réussi dans la désunion. Nous pensons effectivement que la Guinée a besoin de toutes les forces, de tous ses enfants, qu'ils soient politiques ou qu'il s'agisse des acteurs de la société civile. L'autre grand défi, de notre point de vue, serait de facture économique. Nous pensons qu'on ne peut pas construire la démocratie dans la pauvreté. La secrétaire générale l'a souvent dit, d'ailleurs, elle a inscrit son action dans cette logique qui consiste à mettre ensemble la démocratie et le développement économique. Vous le savez tous, il est difficile d'avoir une démocratie viable si les électeurs ne sont pas autonomes économiquement. C'est d'ailleurs un des points que nous avons souvent déploré dans la plupart de nos pays membres que nous accompagnons, où parfois, par faute de moyens, il y a des déséquilibres dans le jeu démocratique. Il y a, bien entendu, l'aspect que j'ai regardé le plus, un autre défi qui consiste à mettre en place un dispositif approprié d'organisation des élections. Notre dernière mission a fait des recommandations précises dans ce sens-là. Nous pensons qu'il y a un certain nombre de réglages à faire, et ce n'est pas le cas de la Guinée uniquement. Ce que je dis concerne la plupart des pays que nous accompagnons. Nous pensons que les textes qui organisent les élections en Guinée actuellement sont certes assez nombreux, assez complets, mais ces textes souffrent aussi parfois d'une certaine incohérence. On a du mal parfois à rattacher la loi électorale à la Constitution. Il y a un certain nombre de vides constitutionnels. Au moment venu, le rapport de notre mission sera mis en ligne et vous pourrez regarder tous ces aspects. Alors, nous pensons donc qu'il faut aussi réorganiser certaines institutions impliquées dans l'organisation des élections. Je crois que tous ces défis, les autorités guinéennes en ont pris conscience et travaillent de concert avec l'Organisation internationale de la francophonie pour que les prochaines élections soient mieux organisées. Je vous remercie. Je vais donner la parole à notre professeur, M. Jean-François Kandi-Kombe. Merci beaucoup. Je me dois d'abord de commencer par vous exprimer tout l'honneur qui est le mien de pouvoir prendre la parole ici devant vous, et puis aussi le plaisir que vous m'offrez d'échanger avec vous. Nous n'avons pas le temps, j'ai une obligation de brièveté, et je pense que le plus important, c'est qu'on puisse échanger par la suite. Et j'ai préparé un certain nombre de choses, mais je pense qu'il faut aller à l'essentiel. Ce qui fait que mon propos sera surtout des propos à bâton rompu, une réflexion à bâton rompu sur le thème qui nous a été assigné, les défis démocratiques en Guinée. Bien entendu, ces défis démocratiques en Guinée, vous êtes guinéen, vous connaissez la réalité politique guinéenne beaucoup mieux que moi. Vous le connaissez, il n'y a pas lieu que je m'attarde dessus. Je pense qu'il faut surtout réfléchir à partir d'un point de vue, je dirais à partir de deux points de vue. Le premier, c'est que je ne représente aucune institution ici et que par voie de conséquence, mon propos
n'engage que moi et par ailleurs, je pense que je reviendrai tout à l'heure sur la question des institutions qui interviennent dans la démocratie en Afrique. Le deuxième, c'est que je crois beaucoup dans le fait que les problèmes que vous avez rencontrés en Guinée, notamment à l'occasion des dernières élections, sont des problèmes que nous retrouvons dans la plupart de nos pays africains. Moi, je suis de nationalité centrafricaine et en République centrafricaine, nous sommes en train de vivre des élections qui sont une sorte d'injure à l'intelligence humaine et d'injure à l'intelligence citoyenne. Donc, ce sont des problèmes que nous rencontrons tous et je parlerai donc des défis démocratiques en Guinée, vus de l'extérieur, mais vus comme des défis communs que nous avons à relever pour l'ensemble de notre continent, en tout cas pour une très grande partie de notre continent. Et en guise de préambule, mais je suis déjà dans le sujet, en guise de préambule, je voudrais dire qu'il y a, à mon avis, une exigence qui est une exigence de méthode dans la réflexion. Lorsque nous parlons de démocratie, lorsque nous parlons d'institutions, de constitution, d'élections, etc., il y a d'abord une exigence de méthode. Pour ma part, je considère que nous ne nous en sortirons en Afrique que le jour où nous aurons compris, où nous aurons décidé que l'Afrique a aussi sa part à prendre dans l'invention de la démocratie. Que l'Afrique a sa part également à prendre dans la construction de l'objet démocratique. La démocratie, on pourrait s'arrêter sur les questions de notions, mais je ne le ferai pas ici. Au fond, notre difficulté en Afrique, le problème africain, est que la démocratie qui a été inventée comme une méthode et un ensemble d'instruments pour pacifier la relation politique, parce que précisément la démocratie offre le lien qui permet de relier un pouvoir à ceux qui vont être gouvernés, qui permet que les commandements de ceux-là soient acceptés par les autres parce que précisément ils parlent en leur nom. Cette démocratie qui a été inventée pour pacifier la relation politique et la relation sociale, lorsqu'on la reverse en Afrique, c'est une source de conflit, une source de guerre, une source de brutalité, une source de désorganisation de la société, voire de dislocation de la société. Et il y a un problème, du coup. Il nous faut penser que nous sommes obligés d'admettre qu'il y a un problème. Alors, ce problème, comment, à partir de ce problème, à quel défi sommes-nous affrontés? J'ai déjà évoqué le premier défi en disant que c'était un défi de méthode, mais à mes yeux, c'est beaucoup plus que cela. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises, dans un certain nombre de contextes, le contexte centrafricain, mais aussi le contexte congolais, comme vous le savez, qui a été traversé par la question du référendum constitutionnel. J'ai eu également à m'intéresser à la question, à l'évolution au Burkina Faso, notamment lors de la transition loi électorale, puis décision de la Cour de justice de la CEDEAO, etc., etc. Et j'ai travaillé ou discuté, échangé avec des collègues, notamment des enseignants, mais aussi des hommes politiques, pour qui la démocratie était un produit fini, qui devait être acclimaté en Afrique et pour lequel nous devions créer les conditions de l'acclimatation. Or, je suis personnellement convaincu que cette idée-là d'un modèle, de l'existence d'un modèle, est erronée. Je le dis en tant qu'Africain, mais je le dis aussi en tant que chercheur, juriste. Vous savez que nous écrivons des ouvrages de droit constitutionnel, parfois des ouvrages de droit constitutionnel comparés. Et dans les ouvrages de droit constitutionnel comparés, on va dresser des catégories, on va dresser des modèles de régime démocratique, de démocratie parlementaire, de démocratie présidentielle, de régime présidentiel, etc., etc. Mais la démarche est laquelle? La démarche du chercheur est laquelle? Dont le produit fini, on s'en saisit pour dire aux États africains, voilà le modèle. La démarche, elle consiste à partir du réel d'un certain nombre de pays. Si je veux sortir un modèle de l'État, du gouvernement parlementaire, je vais prendre le cas de la France, je vais prendre le cas de l'Angleterre, je vais prendre d'autres cas. Je vais partir du réel. À partir de ce réel, je vais essayer de tirer un certain nombre de traits communs, de lois communes de fonctionnement ou de définition. Et à partir de ces lois communes, je vais essayer d'ériger
d'essayer d'ériger un modèle. C'est cela, l'idée de modèle de démocratie auquel nous sommes confrontés en Afrique. Or, ma question est la suivante, qu'est-ce qui interdit aux Africains d'alimenter la théorie constitutionnelle et la théorie politique en inventant des formes politiques qui, demain, pourront transformer les choses? Ceci est le premier défi. L'autre défi, qui est un défi de fond s'agissant de la démocratie, à mes yeux en tout cas, est qu'il convient de prendre la démocratie pour ce qu'elle est. La démocratie, pour moi, n'est pas autre chose qu'un ensemble de formes. Ce n'est pas autre chose que des procédures. C'est le cas pour les élections. Vous mettez en place une commission nationale électorale, vous procédez à des opérations préélectorales, vous mettez en place des bureaux de vote. Ce sont des techniques qui sont mises en place. C'est un ensemble de formes. Il n'y a pas d'exigence de fond. C'est un peu comme si on nous donnait la marmite et on nous dit mettez dedans un certain nombre de choses, et mettre dedans un certain nombre de choses à partir d'un seul impératif, qui est celui de la détermination d'une légitimité du pouvoir politique. Et je crois que c'est là que le bât blesse. Dans la transformation de ces... je vais prendre juste un exemple qui ne concerne pas la Guinée pour l'instant, l'exemple constitutionnel. Avec un certain nombre d'amis, je me suis battu en République centrafricaine pour expliquer que tout ce qu'on nous explique depuis les indépendances, que nous avions des textes très très bien écrits, mais que le problème était juste le problème de l'application, c'est pas là que se situe le problème. Le problème se situe d'abord sur un plan procédural, qui permet de s'assurer que la Constitution est bien la manifestation de la volonté du peuple centrafricain. Et que cette constitution est, comme j'aime à le dire de temps en temps, l'expression du génie de ce peuple-là. Et si vous voulez le faire, il faut vous en donner les moyens, vous créez les structures qu'il faut, une commission préconstituante, pourquoi pas? Il y a des forums qui sont organisés parfois. Pourquoi ne pas demander aux représentants des citoyens centrafricains d'énoncer les grands principes de leur gouvernement qui seront traduits dans une constitution? Évidemment, et c'est là aussi un autre de nos problèmes, nous avons très peu confiance en nous-mêmes. Nous préférons avoir affaire à, je le dis sans acrimonie, cher ami, nous préférons avoir affaire à des experts qui nous sont envoyés. Parce qu'ils savent mieux que nous ce qui se passe. Or, moi, j'ai la prétention que même le moindre citoyen, au fin fond de sa brousse, est capable de vous dire, l'enjeu essentiel à ses yeux du gouvernement de ce pays. Il veut être gouverné par qui? Il veut que les ressources soient gérées de quelle manière? Par exemple, au forum de Bangui, on a vu des gens qui venaient du fin fond de la brousse pour dire « Nous, on est assis sur de l'or, sur du diamant, on aimerait bien en profiter. » Et ça, pour moi, c'est un principe constitutionnel fondamental. À partir de là, vous pouvez tirer juridiquement les choses vers la souveraineté sur les ressources naturelles. Et j'avais proposé à nos hommes politiques d'en tirer un deuxième principe qui serait, et j'en aurais presque terminé, qui serait la qualification des ressources naturelles, et je sais que ça intéresse aussi votre pays, comme patrimoine commun du peuple, ce qui mettrait l'obligation à ceux qui nous gouvernent, dont et qui ne sont pas titulaires de ce patrimoine, de rendre compte à celui au nom de qui ils sont en train de gérer cela. En tout cas, ce que je veux dire, au fond, c'est que la démocratie, en tant qu'idée d'un gouvernement exercé par un ensemble de personnes, à qui on a donné un mandat, un commandement, de gérer au nom d'eux, ceci n'est pas une idée européenne, ni asiatique, ce n'est pas une idée particulière d'un peuple. Nous n'avons pas emprunté ailleurs. Nous pouvons inventer des formes qui nous correspondent à nous, à partir de cette idée-là, et c'est sans doute ce qui manque partout, qu'on parle de processus constituant, qu'on parle de processus électoral, qu'on parle d'un quelconque sujet qui se rapporte à la démocratie, le fond de notre difficulté, de notre défi, il est là. Il est dans l'appropriation de cette idée-là, dans le fait de
comprendre que nous aussi, et ça participe à mes yeux d'un débat beaucoup plus large, qui est celui de la participation des Africains à l'universel, aux discussions au plan universel, en apportant ce qu'ils sont, ce qu'ils font, ce qui les fait vivre, ce qui les fait vibrer. Or, nous avons tous, que ce soit en Guinée ou chez moi, nous avons tous cette sensation que ce que nous vivons, il est très bien, mais c'est pour nous. On ne va pas aller en parler aux voisins. Et c'est sans doute une des postures qui nous condamne le plus. J'avais appropriation, devoir de responsabilité, mais cela a été excellemment dit tout à l'heure par mon voisin et par le président du cercle, le sens du service. Je pense que ce sont ces trois mots-là que nous avons à réinventer dans nos processus politiques, et que ce soit qu'on soit au pouvoir ou qu'on ne le soit pas, pour revenir à ce qui devrait être, c'est-à-dire l'invention d'une forme politique qui est apaisante de la relation politique, qui permet de dégager des majorités. Et je crois beaucoup dans le jeu des majorités. Je suis foncièrement contre les gouvernements d'union nationale et les dialogues inclusifs, qui permet de dégager des majorités autour d'idées fondamentales, en se souvenant toujours que le bénéficiaire est celui qui est le réel pouvoir, c'est le citoyen et c'est le peuple. Je vous remercie. Merci, monsieur le professeur Jean-François Kandji, pour votre brillante intervention.